Bonjour à tous. Voilà, c'est parti. On accueille déjà 10 personnes. Voilà, puis il y en a d'autres que l'on attend. On va prendre quelques minutes pour attendre. En tout cas, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Donc, un événement sur le sujet de la climatisation des écoles suite à cette petite crise de juin 2026. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Voilà donc un webinaire sur le sujet de la climatisation dans les OGEC suite à notre crise de canicule en juin. On va commencer dans 1 minute. Allez, ben c'est parti. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et je crois que on attend encore un peu de nombreuses personnes, mais je commence pour ne pas perdre de temps puisqu'on a essayé d'imaginer un format un peu plus court pour vraiment vous prendre le moins de temps possible et en même temps vous passer notre message sur un sujet aussi brûlant que la canicule dans les OGEC. Eh bien, c'est parti. Rapidement, rappeler Alterwatt, vous connaissez tous, je crois bien, Alterwatt, mais donc je vais le faire vraiment très vite. On est dans l'efficacité énergétique du bâtiment, un bureau d'études, mais aussi un intégrateur de GTB. On travaille sur tout le territoire national avec 3 agences, Paris, Rennes et Lyon. On est une cinquantaine avec des clients très satisfaits qui sont quand même 700. On existe depuis 6 ans et les thèmes sont très nombreux, le décret tertiaire, l'audit énergétique, le décret VAX, les études sur les copropriétés et évidemment tout ce qui traite de la CVC, le changement d'énergie, les énergies renouvelables. Voilà, et on fait ça autant en études avant-projet qu'en accompagnement des projets. Et on va commencer cette session par une petite question que je vous pose qui va donner un peu de contexte. Voilà, normalement, si je ne me trompe pas, vous avez à l'écran une question et vous pouvez cliquer pour montrer, répondre à la question voilà, qui est la suivante. Combien de jours de vagues de chaleur avons-nous connus en juin 2026 ? Voilà, le problème pour les écoles, c'est qu'en juin, il y en a encore beaucoup, y compris dans le primaire, qui sont ouverts. Et donc, les jours de vagues de chaleur, eh bien, c'est un problème pour une école qui n'a pas de froid. Voilà, encore quelques secondes avant la fin du vote. Voilà, merci beaucoup pour vos votes. Donc, vous avez plutôt voté en faveur des 14 jours. Eh bien, je vous annonce que vous avez tout à fait raison, puisque, alors si je ne me trompe pas, vous avez bien l'écran normalement. J'espère que vous voyez bien l'écran. Et du coup, la réponse qui s'affiche, eh bien, 14 jours. Tout à fait, 14 jours. C'est énorme. Et donc là, vous avez les estimations selon Météo France du nombre de jours de vagues de chaleur, donc qui répond à une définition très précise de température minimale la nuit, température maximale le jour, nombre de jours de vagues de chaleur. Voilà, donc vous savez, une vague de chaleur, globalement, ça rend la journée en classe très complexe.
Voilà. En juin, ça a été absolument un record. Alors, certaines écoles soit fermées, ça dépend des moments, mais voilà, ça a rendu les choses très complexes et on se rend compte que malheureusement, ça n'est pas terminé, avec notamment cette phrase qui m'amuse. Alors, je ne suis pas un militant, mais j'aime bien quand même la phrase. On est en train de vivre l'été le plus froid du reste de notre vie. Et vous avez à droite Tintin et à gauche, vous avez une affiche de Météo France sur tous les records qui ont été dépassés jusqu'à aujourd'hui, à savoir le record des journées les plus chaudes, le record des après-midi les plus chaudes et le record des nuits les plus chaudes. Tous ces records ont été dépassés finalement assez récemment, ce qui montre bien qu'on est dans une dynamique haussière très nette. Voilà. Et puis après, moi personnellement, dans l'école de mes enfants, j'ai vraiment vécu la canicule comme un drame. On a vraiment senti dans les messages de la direction que c'était une grosse épreuve pour toute l'équipe. Et on a fini par annuler la fête de l'école. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on a été frappés plein fouet par cette canicule. Je ne sais pas pour vous, euh, mais voilà. Donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Pardon, non. Et avant la question de qu'est-ce qu'on fait, je voulais rajouter un élément de contexte, c'est que c'est un argument de plus pour aller dans le sens, honnêtement, de l'installation de pompes à chaleur, notamment parce qu'il y a ce sujet en même temps de la souveraineté, des guerres autour des produits pétroliers qui font que le pétrole coûte cher. Alors, vous savez évidemment que le gaz et le fuel sont des dérivés de l'exploitation pétrolière en général, et donc du coup sont aussi impactés par cette hausse de prix. Nous, ça nous désavantage parce que ça détruit la balance commerciale de notre pays. En même temps, ça enrichit des pays qu'on n'a pas forcément envie d'enrichir. Et puis, ça nous coûte cher, ça nous appauvrit. Et donc, il y a une volonté nationale d'essayer d'utiliser notre énergie sur notre territoire, et notamment, évidemment, l'énergie électrique, qui est une fierté française. Voilà. Donc, tout ça, ça nous a amené à une idée, puisque si on se dit qu'est-ce qu'on fait, et ben nous, on voulait vous proposer une solution concrète. Avant de présenter la solution concrète, vous allez voir, elle est assez complexe techniquement. Je voulais vraiment vous inviter à ne pas hésiter à utiliser le chat public. Voilà, je vous mets, si vous voulez, un message pour que vous voyez. Hop, chat ici, tac. Donc, si vous voulez écrire un message, ben, faites-le ici. Et moi, je pourrais, en même temps que je parle, essayer de voir vos questions et d'y répondre, parce que vous allez voir, on rentre dans un truc un peu compliqué. En fait, je ne voulais pas faire trop simple parce que sinon, ça ne sert à rien. Je voulais vraiment rentrer tout de suite dans le détail concret de comment on peut mettre la clim ou pas dans votre bâtiment. Il y a énormément de cas différents. Donc là, après, on va quand même traiter des cas assez simples. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à poser vos questions dans le chat et j'essaierai d'y répondre en direct ou un peu plus tard. Alors, c'est quoi la bonne idée pour climatiser une école? Eh bien, ça repose un peu sur ces quatre piliers, ces quatre points de départ. Le premier, c'est qu'on a eu une canicule, on a eu chaud et on a été chargé émotionnellement par la gestion de cette canicule. Et il est devenu, entre guillemets, entendable d'investir dans le confort d'été, que ce soit d'un point de vue du budget, d'un point de vue de... Enfin voilà, je pense que ça permet de mettre tout le monde d'accord autour du fait que maintenant, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça change quand même. Parce que quand on mène on va le voir, c'est un projet qui est forcément lourd en termes d'investissement. Et pour ça, il faut une volonté. S'il n'y a pas de volonté, on n'osera jamais faire un tel investissement. Le deuxième sujet, c'est que depuis un moment maintenant, et en particulier avec un changement de texte depuis le 1er janvier 2026, il a été mis en place des aides exceptionnelles et très élevées pour l'installation d'une pompe à chaleur quand elle est en remplacement d'une chaudière gaz ou chaudière fuel. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une opportunité. Enfin, il y a l'aspect réglementaire et l'aspect de souveraineté. Ça me permet de répondre à votre question sur la gestion de la mise en place d'une clim, mais en même temps de réduire les consommations d'énergie. Eh bien, si on met uniquement une clim et en plus on garde sa chaudière gaz, effectivement, concrètement, on va augmenter sa consommation d'énergie au mètre carré. Mais si on retire sa chaudière gaz ou fuel et qu'à la place, on met une pompe à chaleur qui fait du chaud et du froid l'été, au global, on réduit sa consommation d'énergie. Parce que vous savez que le décret tertiaire compte en énergie finale. Et cette énergie finale, c'est simplement la quantité d'électricité consommée, or ou de fuel,
en kilowattheure. Or, une pompe à chaleur, pour 3 kWh apportés dans votre bâtiment, elle en prend 2 dans la nature et un seul sur le réseau. Donc, on peut dire que globalement, vous divisez par 3 votre consommation énergétique en kilowattheure quand vous passez du gaz ou du fuel à la pompe à chaleur. Et c'est là que ce point 3 de la slide montre qu'il est intéressant, la mise en place d'une pompe à chaleur. Voilà. Donc, ça me permet de répondre à la question. Et j'arrive au point 4. Et ben voilà, en fait, une pompe à chaleur, ça ne fait pas que du chaud, en fait, ça fait aussi du froid. Et donc là, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire alors, vu qu'on a besoin de réduire notre consommation d'énergie, qu'il y a des aides pour remplacer les chaudières gaz par des pompes à chaleur, et qu'il y a une canicule et qu'on a bien envie d'avoir du froid dans nos établissements. Et donc, la bonne idée, bah, c'est de retirer sa chaudière gaz ou fuel et d'installer une pompe à chaleur. Mais là, vous allez voir, il y a des complexités. Alors, pardon, on me dit que ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les participants ou uniquement de vous. J'espère. Ah, ça fonctionne très bien. OK. Bon, et bien dans ce cas, je continue. Avec, attention, accrochez-vous, je rentre dans le détail des configurations. Pour ne pas vous perdre, j'ai essayé quand même d'apporter 4 définitions qui sont des éléments qui vont être utilisés ensuite. Donc, premier élément en haut à gauche, la cassette ou le ventilo-convecteur, c'est l'équipement qui vous permet de projeter le froid dans les salles, donc dans les classes par exemple. Voilà, donc c'est un équipement qui est souvent au plafond, il peut être dans le faux plafond, ou s'il n'y a pas de faux plafond, il peut simplement pendre comme ça, en technique apparente. Voilà. Pardon, alors il y a marqué froid seul, mais pardon, c'est une erreur. C'est froid et chaud, justement, potentiellement. Ensuite, à droite, vous avez le réseau d'eau glacée. Ça, c'est quand on fait circuler de l'eau alors qu'il y a un antigène, un peu comme l'eau des essuie-glaces de la voiture. C'est de l'eau glycolée qui va circuler dans l'établissement. Et ça permet d'amener le froid, entre guillemets, justement, aux fameuses cassettes que l'on voit à gauche. Ensuite, en dessous, vous avez le réseau de fluides frigorigènes, parce qu'on n'est pas obligé de transporter de l'eau froide, on peut aussi transporter des fluides frigorigènes froids. Un peu le fluide qui est dans votre frigidaire, celui-là, on peut le faire circuler dans l'établissement. Alors, c'est juste qu'il y a des limites réglementaires, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est aussi un peu moins propre d'un point de vue environnemental, parce que les fuites de ce réseau sont très polluantes, pour l'environnement, pas pour les personnes. Et donc, du coup, voilà, c'est une configuration, soit on fait circuler de l'eau glacée, soit on fait circuler un réseau de fluides frigorigènes. Et enfin, en bas à gauche, vous avez la PAC, qui est donc PAC, pardon, PAC, qui veut dire pompe à chaleur. Et ça, c'est l'équipement qui vous permet de récupérer les calories de l'air pour faire du chaud ou de sortir les calories de votre bâtiment pour faire du froid. Voilà, donc c'est l'équipement central en fait. C'est lui qui va être en remplacement de la chaudière gaz. Alors je sais que parmi vous, il y en a sûrement qui n'ont pas de chaudière gaz au fuel, qui ont peut-être des radiateurs ou peut-être déjà des pompes à chaleur, mais pas assez. Donc évidemment, là, je traite vraiment le cas, entre guillemets, qui nous intéresse, qui est on remplace une chaudière gaz au fuel par un réseau qui fait du chaud et du froid. Mais évidemment, on pourra traiter aussi vos cas particuliers, c'est juste qu'on ne pourra pas les faire ici, mais simplement dans des réunions dédiées. Alors, concrètement, on a essayé d'imaginer 3 cas de figure qui partent tous, encore une fois, de ce même état initial. Vous avez une chaudière gaz au fuel et un réseau de radiateurs à eau classique, et vous voulez passer sur du chaud et du froid. Première option, donc, qui est en haut à gauche. Donc là, vous voyez, la PAC réversible, elle fait du chaud et du froid en haut à gauche. Elle est venue remplacer la chaudière gaz. Pour le chaud, elle utilise les radiateurs existants. Donc, on envoie sur le réseau d'eau, on ne touche rien, de l'eau chaude sur vos radiateurs existants. Alors, évidemment, il y a des sujets de radiateurs, il faut qu'ils puissent recevoir de l'eau qui vient d'une pompe à chaleur, qui est souvent moins chaude que celle d'une chaudière gaz. Voilà. Et à côté, on crée un autre réseau. Donc, c'est là. Alors, je ne sais pas si. Non, je sais pas si je peux faire des annotations en direct. Attendez, je regarde. Ah oui, alors je peux. Je ne sais pas si on voit bien. Et donc là, vous avez les cassettes qui envoient le froid. Mais donc, du coup, là, vous voyez la flèche bleue, bah, ça, c'est un réseau d'eau froide. Et ça, c'est quand même complexe. C'est là qu'on va dépenser de l'argent, malheureusement, parce que l'aide, elle concerne la PAC. Mais, attendez, je passe en rouge, ce sera plus visible. Voilà. Mais cette partie-là, donc, qui est le réseau d'eau glacée,
Ça coûte cher à mettre en place. Et en plus, il faut qu'il soit très bien isolé parce que sinon, il va condenser et faire tomber de l'eau dans vos faux plafonds, ce qui est absolument désastreux. Voilà, donc c'est là en fait qu'on va devoir investir, alors que la partie pack, elle est pas mal subventionnée. Ensuite, le cas numéro 2, eh bien, on se dit, on laisse tomber les radiateurs, donc on enlève le réseau radiateur. Donc ça, c'est si par exemple il est super vieux, il y a des fuites, voilà. Et souvent, il faut que le bâtiment il soit quand même un peu isolé parce que du coup, on a moins de puissance pour le chaud. Et là, on va juste utiliser donc les cassettes, donc ce qu'on voyait dans la slide d'avant. Ah mince, je crois que ça reste à l'écran, mes dessins là. Comment je peux les enlever? Allez, voilà. Donc, et on utilise les cassettes pour envoyer le chaud et le froid. Et donc, du coup, les cassettes servent ici à faire le chaud et le froid. Et du coup, vous avez un réseau de fluide frigorigène, ce qui est différent. C'est plus petit, c'est plus facile à faire circuler, parce qu'il y a un gros enjeu quand même. Parce que si on fait circuler un réseau froid, il faut savoir où on fait passer les réseaux. Si vous avez des grands faux plafonds, des murs faciles à percer, ok, super. Ou une école tout en long et on va réussir à faire circuler les réseaux, c'est génial. Mais si vous avez une école dans du bâti ancien, très biscornu, avec des énormes murs, mais il y a quand même des grosses réflexions de où on fait passer les réseaux. Et donc là, c'est pareil, c'est un énorme enjeu. Voilà. Alors, je vois juste la question sur le support de présentation. Oui, bien sûr, il est disponible. Alors, je sais que les équipes d'Alterat ont l'habitude de vous l'envoyer sur demande. Mais en tout cas, on va essayer de vous envoyer le replay tout de suite après. Donc là, vous aurez au moins le support et le son et la vidéo avec. Et après, si vous demandez, on vous envoie évidemment sans problème le PDF. Voilà. Et enfin, j'arrive sur le troisième cas, qui est simplement le même cas que le numéro 2, sauf que le réseau, ce n'est pas des fluides frigorigènes, mais c'est le réseau d'eau froide, justement, directement, qui on appelle un réseau de changeover parce qu'il peut faire du chaud et du froid. Et donc, c'est moins polluant parce qu'on n'utilise pas un grand réseau de fluides frigorigènes, c'est directement de l'eau glycolée. Mais c'est un peu plus cher, mais c'est aussi voilà, plus facile à maintenir. Enfin, on va dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je trouve ça personnellement plus propre de faire circuler de l'eau glycolée plutôt qu'un réseau de fluides frigorigènes. Mais voilà, après, ça, c'est à comparer au cas par cas, en fonction de l'établissement, de ce qui est possible. Mais voilà, donc là, je vous ai donné un peu, à partir du cas un peu canonique, on a une chaudière gaz, une chaudière fuel et un réseau d'hydraulique de chauffage avec des gros radiateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc là, il y a un peu trois options. Mais évidemment, si vous, en fait, vous avez une partie en électrique, on peut parler de l'eau chaude sanitaire aussi, c'est un sujet, comment on gère tout ça. Et bien évidemment, nous, c'est toujours au cas par cas, parce qu'en fait, il y a quasiment autant de cas que d'établissements. Et donc là, dans ce cas, encore une fois, ce sera en direct qu'on échangera pour réfléchir aux options. Alors, j'essaie de répondre à la question. Dans les deux cas, les aides portent-elles sur la casquette et unité ou uniquement sur la cassette? Eh bien non, les aides, en fait, elles portent uniquement sur la PAC elle-même, en fait, sur la pompe à chaleur, donc l'unité. Pardon, le mot DRV, c'est juste pour dire que du coup, c'est de la détente directe. C'est que donc les cassettes ne reçoivent pas de l'eau froide, mais elles reçoivent le fluide frigorigène qu'elles détendent en direct. Et donc, c'est juste une technologie pour faire le froid. Soit on prend l'eau froide glycolée, donc avec un réseau qui est plus gros, donc il faut plus de place pour faire placer les faux plafonds, qui est le cas numéro 3. Soit on fait, dans le cas numéro 2, juste un réseau de fluide frigorigène. Et dans ce cas, on est dans ce qui s'appelle la détente directe, d'où le mot DRV. Alors, est-ce que c'est possible d'utiliser le réseau de chauffage en place? Eh bien, si jamais vous avez un réseau de chauffage qui est aérolique, donc en fait, le chaud arrive par de l'air, par exemple des CTA, des centrales de traitement d'air, il y a des possibilités. Mais en fait, le grand problème du froid, c'est la condensation. Si jamais vous prenez une bouteille, enfin, vous sortez quelque chose du congélateur et que vous le posez dans une pièce, vous allez voir apparaître autour plein d'eau et l'eau va couler sur la table sur laquelle vous avez posé cette chose. Ça, c'est la condensation. En fait, le froid, c'est refroidir de l'air, c'est comme écraser une éponge et donc ça fait couler de l'eau. Le problème, c'est que si vous utilisez votre réseau de chauffage et que vous tournez de l'eau froide dedans, tout autour du réseau, il y aura de l'eau qui se met. Et encore pire, quand le réseau passe dans des murs, les murs vont condenser. Donc voilà, en fait, c'est pas possible. Un réseau de froid, malheureusement, il doit être extrêmement protégé pour surtout ne jamais faire condenser l'air qui est autour du réseau. C'est là, en fait, que c'est vraiment compliqué d'amener du froid avec un réseau. Mais c'est évidemment
la solution. Alors, attendez, je vois plein de questions. J'essaye d'y répondre. Alors, dans le cas, pas très bien, mince. Dans le cas d'un chauffage au sol, comment prévoir la modification? Alors, le cas des chauffages au sol, c'est un cas extrêmement particulier parce que dans certains cas, et donc ça, à vérifier sur place, le réseau permet de faire passer un peu de froid, mais alors pas trop froid, mais un peu. Et du coup, alors du coup, le terme est différent. On ne parle plus de clim, on parle de rafraîchissement. Et effectivement, on vient rafraîchir la dalle béton. Ça ne va pas condenser parce qu'on est bien dans un chauffage au sol. Mais il ne faut pas que ce soit trop froid, sinon c'est la dalle elle-même qui va condenser à sa surface et ça va abîmer tout ce qui est dessus. Donc voilà, là, il y a un gros enjeu de précision. Et honnêtement, c'est peut-être là le moyen le moins cher de le faire. Alors, ce ne sera pas hyper puissant. C'est-à-dire que si vous voulez faire vraiment une consigne vraiment froid, ce ne sera pas possible. Mais ça peut être une bonne solution pour ne pas trop dépenser et en même temps faire un peu de frais voilà. Donc, le chauffage par le sol, c'est un cas très intéressant. D'ailleurs, on serait super heureux de travailler dessus parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. Entre guillemets, c'est plus low-tech, c'est beaucoup moins cher. C'est juste que c'est évidemment moins puissant. Voilà. Et alors, je continue avec un exemple de CAPEX, et c'est le moment où je vous refroidis tous, à mon avis, parce que là, alors, j'ai volontairement laissé des CAPEX CAPEX, pardon, qui veut dire investissement. J'ai volontairement laissé des montants d'investissement larges et élevés parce que je ne voudrais pas faire croire que ça ne coûte pas cher de faire ça et qu'il y a plein d'aides. Vous allez voir, il y a beaucoup d'aides, mais non, clairement. Et d'ailleurs, en fait, je vais tout de suite aller à cette slide où je voulais dire que si on veut pleinement profiter de notre idée, le point 2, il faut être décidé à mettre la clim. Parce que, entre guillemets, et puis le point 3, il faut avoir au moins 300 € de CAPEX. En fait, on est vraiment dans un cas de figure où il va y avoir de l'investissement. Et je ne voudrais pas faire croire qu'il y a des aides qui vont tout couvrir. Non, non, c'est vraiment faire un réseau d'eau glacée dans un établissement, c'est vraiment pas tout léger. C'est compliqué. Alors après, la condition 1, ça c'est pour avoir les aides. Après, vous pouvez très bien le faire sans avoir les aides. Mais en tout cas, c'est. D'ailleurs, j'imagine que c'est clair pour tout le monde pourquoi il y a des aides, parce que la volonté de l'État, c'est de subventionner ce qui permet de sortir du gaz et du fioul, qui sont des choses qui abîment la balance commerciale et qui sont émetteurs. Voilà, je donne juste l'explication du point de vue du gouvernement. Et je reviens sur l'exemple du CAPEX. Donc là, attention, on a pris un exemple, 6000 m². Voilà, disons que c'est un peu une espèce d'ordre de grandeur d'une école moyenne. C'est pas tout à fait pareil si on parle d'une toute petite école et d'une très grande école, puisqu'évidemment, il y a des effets d'échelle. Et on arrive sur le détail. Vous avez vraiment la mise en place de ces cassettes plafonnières, donc ces objets qui permettent d'émettre le froid. Ben ça, il faut les acheter, il faut les mettre. Donc là, c'est quand même déjà une grosse partie de l'investissement. Vous avez évidemment la mise en place de ce réseau d'eau glacée, alors qui peut être aussi du coup un réseau de fluide frigorigène, on en a parlé. Voilà, vous avez du coup la fameuse pompe à chaleur réversible avec ses modifications en chaufferie. Après, on a rajouté une GTB. Alors voilà, après on peut discuter évidemment dans le détail du projet, on peut tout imaginer, mais pourquoi? Parce que si on se retrouve avec du froid et du chaud, c'est vraiment important d'avoir un niveau de pilotage fin. Alors peut-être que vous avez déjà des GTB. Dans ce cas, il faut juste voir comment bien intégrer ce système avec. Mais voilà, c'est une partie non négligeable. Après, on a mis un budget peut-être un peu élevé, ça dépend de la taille de l'établissement. On a mis du budget pour les études et du budget pour toute l'électricité d'hiver. Voilà, alors ça fait un bon CAPEX, un bon montant d'investissement. Voilà, après, évidemment, à chaque fois, c'est à voir sur mesure. Hop, là, je vous mets les aides et après, je réponds aux questions. Donc, vous avez 3 types de pompes à chaleur possibles. Là, depuis le début, moi, je parle que du type de pack RO, qui est le type clairement le plus simple à installer, beaucoup moins cher que les autres types. Voilà, mais c'est aussi celui qui a le moins d'aide. Ensuite, vous avez le type très rare, mais de la pack OO. Donc, si par exemple, vous avez un lac à côté de votre école, vous pourriez prendre l'énergie de ce lac pour faire du chaud ou du froid d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant. Si vous l'avez, c'est hyper intéressant, pas seulement en termes d'aide, c'est surtout très intéressant concrètement en termes d'économie d'énergie. Et enfin, la solution la plus passionnante, mais pas la moins complexe, la géothermie, qui, elle, est l'aide de loin la plus élevée.
qui est un sujet aussi très intéressant, puisque dans la géothermie, le chaud et le froid, pour le coup, c'est même conseillé, puisque la géothermie est plus efficace si on fait du froid en plus du chaud. Voilà, alors j'essaye de répondre un peu aux questions. N'est-ce pas plus utile de commencer par isoler les bâtiments et travailler sur les îlots de chaleur? Alors complètement, d'ailleurs j'en parle à la fin de la présentation. Là, l'idée c'était vraiment de parler de cette idée autour de la décarbonation de la chaudière en vue de s'en servir pour faire du froid. Mais tout à fait. Nous, on vous conseille de faire, enfin, on va en parler, j'en parle un peu après, de toutes les options low-tech. Voilà, donc clairement, il y a des choses à faire là-dessus et j'en reparle juste après. Alors, les subventions marchent pour les écoles publiques et privées, tout à fait. En fait, là, on parle des certificats d'économie d'énergie qui sont le terme de subvention d'ailleurs, et on l'utilise tous, mais il n'est pas le bon. C'est une aide. Voilà. Et ça vient vraiment d'un organisme qui n'est pas l'État. Et il faut savoir que les certificats d'économie d'énergie, c'est le seul dispositif d'aide stable depuis 15 ans. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus. Enfin, honnêtement, on peut avoir plus confiance là-dedans que dans MaPrimeRénov'. Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Oui, non, pardon. Donc, je viens d'y répondre. Donc, les aides sont bien pour tout le monde. Après, la question des OPEX. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'APEX, c'est l'investissement initial. OPEX, c'est l'argent que vous mettez tous les ans pour maintenir la solution. Alors là, nous, on les calcule dans notre étude de faisabilité. Je n'ai pas tellement de chiffres à vous balancer comme ça, mais soyons honnêtes, si on installe un réseau de froid en plus du réseau de chaud, a priori, les OPEX vont monter plus qu'ils vont baisser. Voilà, je préfère être honnête. Après, évidemment, quand vous installez une pompe à chaleur alors qu'avant vous étiez au gaz, normalement, vous faites des économies d'énergie, même des économies financières. Donc, normalement, vous êtes quand même gagnant au global. Enfin, même, oui, vous êtes gagnant au global. Mais oui, les OPEX d'un réseau de froid, elles ne sont pas nulles. Hein. Et en fait, un réseau de froid, ça peut créer des problèmes. C'est sûr, hein, comme tout réseau d'eau. Voilà. Oui, alors là, vous parlez de cette aide d'Enedis. Alors, j'entendais aussi l'aide d'EDF et je ne sais plus quel acteur. J'avoue, je ne les ai pas bien étudiés. Je me demandais si ce n'était pas à destination des particuliers. Donc, ouais, c'est à nous de creuser. Enfin, on peut creuser de notre côté. Moi, en tout cas, je suis mal informé sur ces aides particulières là, dont on évoque, que l'on évoque. Voilà. Alors, j'essaie de bien voir les questions avant de continuer. Voilà, ah oui, alors, super, effectivement, là, la question de l'ordre des choses. Évidemment, il est bien connu que le meilleur ordre des choses, c'est d'abord d'isoler et ensuite de mettre la pompe à chaleur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut dimensionner une pompe à chaleur du bon besoin. Voilà. Et en même temps, voilà, il y a des établissements, simplement l'isolation, concrètement, enfin, nous, on l'a fait, on a étudié la possibilité d'isoler sur des dizaines et des dizaines d'établissements. Et honnêtement, il y a énormément de cas où c'est très compliqué, c'est très cher. Donc voilà, moi, je ne jette pas la pierre, honnêtement, aux établissements qui. Surtout, on en parlait là, hier en interne, surtout les établissements qui ont des gros bâtiments avec forte inertie. Et en fait, les écoles ont un apport interne qui est très élevé. Et donc, parfois, l'isolation en été, ça vient jouer contre l'école parce qu'en fait, les élèves chauffent la pièce. Mais pour sortir la chaleur pardon, des élèves, si on isole, c'est encore pire. Enfin bon, là, je dois vachement vous étonner, mais c'est des cas, nous, sur nos simulations thermiques, on était hyper étonnés. En fait, le cas des écoles est particulier parce que les élèves à l'intérieur apportent énormément d'énergie. Donc, il y a un vrai sujet qui fait que bon, tout est à étudier au cas par cas, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Mais effectivement, en tout cas canoniquement, c'est plus logique de faire l'isolation avant de changer la chaudière, c'est ce que l'on dit. Alors là, il y a tellement de chat, je suis un peu perdu pour être très honnête. Et comme je vois qu'il reste 3 minutes, et c'était mon idée de ne pas vous prendre trop de temps, je vais quand même aller aux conclusions. Donc, si vous êtes partant, l'idée, c'est de commencer ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire, avant l'avant-projet détaillé, où on va vraiment rentrer dans le détail, où nous, on vient sur vos écoles, on regarde quelles aides vous pouvez avoir,
quel est le meilleur scénario? En gros, est-ce qu'on peut faire passer des réseaux? Où est-ce qu'on les met? Tout ça. On va tout estimer, combien ça va vous coûter, combien il y aura de mètres de tuyaux installés, quelle est la puissance qu'il va falloir installer. On regarde, alors là, du coup, j'ai trop peu de temps pour en parler, mais de toutes les autres options possibles pour gérer le confort d'été en dehors de la clim. Et honnêtement, elles sont quand même assez nombreuses, même si aucune n'est miraculeuse, il faut le dire. Et on regarde aussi tous les travaux induits, parce que quand on fait passer un réseau, bah, on peut peut-être faire tomber le faux plafond. Voilà. Alors moi, quel planning j'aurais? Je vous propose de faire les études au plus vite pour tout de suite avancer sur le concret. Ensuite, la mise en place du réseau de froid, elle peut se faire pendant que le chauffage tourne sur votre système de chauffage ancien, donc cet hiver. Et ensuite, quand on a fini la période de chauffe, tac, on enlève la chaudière, on met la PAC et on a déjà notre réseau froid qui est installé pendant l'hiver. Et ça y est, on a le froid et le chaud et on peut commencer avec le froid pour l'été 2027. Voilà, c'est un peu un planning. En gros, moi, je veux juste vous dire que c'est possible d'avoir du froid pour l'été prochain si on s'y prend rapidement. Et du coup, trop peu de temps pour parler de ce sujet. Mais oui, il existe énormément d'options sans la clim. Il faut savoir qu'une pompe à chaleur, c'est quand même, d'un point de vue du carbone, c'est quand même exceptionnellement mieux que du gaz ou du fioul. Donc, si vous passez à la pompe à chaleur et que vous enlevez le gaz et le fioul, et qu'en plus vous mettez du froid, vous avez déjà fait un super geste pour la planète. Mais l'idée, c'est quand même de vous consommer le moins possible, y compris pour les factures. Et les possibilités, je crois que vous les connaissez, hein, mais bon, je les donne quand même. Planter des arbres. Alors, manque de peau, à part dans Astérix et Obélix, ça prend toujours du temps qu'un arbre pousse vraiment, mais planter des arbres sur votre cour façade sud pour vraiment ombrager la façade sud, ça, c'est clair que c'est hyper, hyper, hyper utile. Ensuite, évidemment, isoler notamment la toiture et les murs, mais dans ce cas, il y a des enjeux concrets qu'on pourrait évoquer, notamment sur le renouvellement d'air et tout ça. Si vous pouvez avoir des surfaces qui sont plutôt claires pour augmenter l'albédo et faire que les rayons soient renvoyés vers l'extérieur, même faire pourquoi pas des façades végétalisées, d'avoir des sols qui sont qui acceptent l'eau pour être plus frais grâce à l'évaporation. Et évidemment, faire tourner la nuit les CTA pour faire ce qu'on appelle le free cooling, pour amener de l'air extérieur dedans. Et pardon, je l'ai oublié, mais bien sûr, le plus fondamental, c'est couper les apports solaires. C'est ça vraiment qui crée. En fait, dès que vous avez dans une salle de classe le soleil qui éclaire le sol, là, et on voit le carré, en fait, ça, vous le touchez, c'est aussi bouillant qu'un radiateur en hiver. Donc, c'est vraiment là qu'on peut faire en plus de la climatisation. Voilà, alors il est déjà 14 h, mais j'essaye rapidement, pour ceux qui peuvent encore rester, de répondre aux questions tout en affichant à l'écran, si vous voulez, un devis pour l'étude d'avant-projet. Vous avez les informations. Alors, une question. Dans le cas de 2 bâtiments séparés, faut-il mieux 2 PAC ou une PAC centrale? Ah bah là, c'est à regarder la distance, parce qu'effectivement, le réseau de fluide frigorigène ne peut pas être infini. Donc, si on a un réseau de fluide frigo, même le réseau de froid, hein, il est très déperditif, donc il ne faut pas qu'il soit trop long. Donc là, il y a vraiment, effectivement, il y a un enjeu la question se pose, je dirais. Il faut regarder la distance concrète et en quoi on peut faire passer des réseaux. Dans le cas d'une petite école de 100 élèves, l'un équipé d'une PAC et l'autre d'un radiateur électrique. Bah là, du coup, il n'y aura pas d'aide, parce que les aides, c'est vraiment quand vous venez enlever des solutions carbonées comme le gaz et le fuel. Voilà, et donc là, on arrive dans le fameux cas qui n'est pas le cas le plus sympa, parce que ça ne va pas venir baisser vos consommations énergétiques. Mais effectivement, quand vous avez une toute petite école et que vous êtes mort de chaud, en fait, il faut juste installer une PAC RR. Là, j'en ai pas du tout parlé. C'est une solution qu'on voit aussi beaucoup chez les particuliers. Et si vraiment vous n'avez pas le choix, que vous avez tout essayé, la dernière solution, ce sera vraiment la PAC RR pour votre bâtiment. Voilà. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai une autre réunion, donc je vais devoir vous laisser, mais je vous propose vraiment de continuer à poser vos questions. Soit sur notre site internet, vous avez un chat auquel on essaye de répondre le plus vite possible. Vous avez aussi Rieux de la Veine qui peut prendre vos besoins. Ou simplement sur notre formulaire de contact. Voilà. Et on serait vraiment très heureux de regarder chacun des cas, parce qu'effectivement, c'est difficile
de parler, voilà, alors qu'il y a une multitude de cas de figure. Euh, voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous et bonne fin de semaine et surtout bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances.